Bonjour à tous. On entend souvent les souverainistes, notamment Asselineau, Philippot, Mourer, etc., nous parler de Frexit. Ce que l'on ne dit jamais, c'est comment faire le Frexit et quelles seront ses conséquences. Eh bien ici, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer, de façon simplifiée pour que vous puissiez comprendre, quelle est la meilleure façon, selon moi évidemment, de faire le Frexit. Bon. D'abord, pour le faire, il faut engager l'article 50, ça c'est connu, les souverainistes vous le répètent à longueur et à longueur de journée. Donc, voilà comment le faire de façon pratique. Maintenant, malgré tout, le Frexit va poser des problèmes. Lesquels? Selon moi, deux. La monnaie et la dette. Pourquoi est-ce que les deux sont liés? Évidemment. Pourquoi la monnaie? Pour moi, selon moi, si vous voulez faire un Frexit, il faut une transition monétaire de 2 ans. Pourquoi? En fait, il faut le faire car si vous changez de monnaie du jour au lendemain, votre taux de change va souffrir. Évidemment, vous connaissez, Asselineau va nous dire oui, on fera un franc qui vaudra 15% de moins que l'euro, donc ça n'affectera pas trop. Le problème, c'est que le nouveau franc ne sera adossé à rien. Ne sera pas adossé à l'or, ce serait un contresens aujourd'hui de le faire, surtout vu le niveau d'endettement du pays. Mais donc, la monnaie posera un problème. Car, évidemment, le jour où vous ferez le Frexit, eh bien, le franc va souffrir sur les marchés financiers. Donc, en fait, il va y avoir une dégringolade massive du franc. Je l'estime à peu près de 50%, car le franc sera attaqué. Notamment, voilà le problème, au niveau de la dette. Car pour que votre monnaie monte au niveau de sa valeur, il faut que plus de gens achètent votre dette. Or, le taux d'endettement étant dramatique et n'ayant plus la protection implicite de la BCE et la puissance de frappe malgré tout de l'euro, et le fait que l'euro est tiré par les pays de l'Europe du Nord, notamment la Finlande, l'Allemagne, les Pays-Bas, eh bien, vous en souffrirez sur les marchés financiers et la monnaie tomberait de 50%. Et là, vous avez le problème de la dette. Car la dette, je ne vous apprends rien, les 3200 milliards d'euros. Et si vous changez de monnaie du jour au lendemain, le coût de la dette va exploser. Car la dette, le problème de la dette française, c'est qu'elle est double. Elle est indexée sur l'euro, très bien, mais elle est surtout indexée sur le dollar. Et donc, oui, car les fonds d'investissement américains, lorsqu'ils achètent la dette française, ils l'indexent en dollars. Et oui. Et donc, si vous faites un Frexit pur et dur et que vous changez de monnaie du jour au lendemain, le coût de la dette va devenir insoutenable et vous risquez une faillite par manque de liquidité. Et ça, c'est un grand problème. Ou alors, vous risquez d'arriver au compte, de devoir demander l'aide du FMI, une mise en place d'une troïka, et là je vous dis, le taux de pauvreté va exploser. Regardez ce qu'il s'est passé dans un pays qui s'appelle la Grèce. Grèce, duquel aujourd'hui, rappelons-le, le taux d'emprunt de la France est supérieur à ce pays-là. C'est dire quand même ce que Bruno Le Maire en a fait. Et pourquoi transition de 2 ans? Transition de 2 ans pour une raison, c'est que vous avez un pouvoir, c'est que vous pouvez le faire. C'est-à-dire, même en sortant de l'euro, vous pouvez exiger de la BCE de faire une transition de 2 ans. Pourquoi pouvez-vous l'exiger? Là, c'est là où la dette se retourne à votre faveur. C'est que vous pouvez expliquer aux États, écoutez, si vous nous faites passer tout de suite au franc, eh bien, en fait, nous ne pourrons pas payer la dette. Et donc, vous perdrez votre argent. Et comme la France étant le pays qui est le plus endetté de la zone euro, en pourcentage et tout, eh bien, cela va faire que les pays céderont. Et donc, pendant ces 2 ans, vous ne ferez pas rien, évidemment. Pendant ces 2 ans, vous devez travailler, les politiques au pouvoir, évidemment, doivent travailler à baisser le niveau de la dette en augmentant la croissance du pays, on y reviendra. Pourquoi? Car ainsi, si vous baissez le pourcentage de la dette par rapport à votre PIB, le moment où vous changerez de paradigme, donc de monnaie, eh bien, votre monnaie ne souffrira pas la chute que j'ai expliquée de 50%, car elle sera soutenue par votre croissance économique. Et donc, les 2 ans sont importants pour réduire un peu vos dettes,
mais surtout pour mettre en place une croissance économique. Car même si vous changez de monnaie, les acteurs voyant votre croissance économique, voyant votre bon travail que vous avez fait sur les 2 ans, eh bien continueront à vous financer quand même. Et oui. Et surtout n'attaqueront pas votre monnaie sur les marchés financiers car votre croissance économique va la soutenir. Mais ça, on y reviendra dans la suite des points que j'explique pour la mise en place du Frexit. Donc déjà, c'est important, hein, le Frexit pur et dur, passer de l'euro au franc du jour au lendemain, je vous le dis, ce serait un désastre. Bon. Et ça, voilà, ça c'est les choses que des escrocs tels qu'Asselineau et Philippot ne vous diront jamais. Ils vous vendent du rêve, car de toute façon, j'ai déjà expliqué, eux ne veulent pas être élus, ils veulent juste faire des vues sur YouTube, sur votre dos évidemment. Ils veulent juste faire des vues et gagner de l'argent grâce à vous. Tout simplement. Voilà. Ensuite, pour la négociation du Frexit, il faut négocier à la dure, c'est-à-dire négocier nos conditions, peu importe, face à la Commission européenne. Évidemment, il faudra faire quelques petits ajustements, hein, comme dans toute négociation, mais il ne faut pas oublier que la France a du pouvoir de négociation. Et pour moi, il en a 2, essentiels. Hein. Ah, il y en a d'autres, hein, mais les 2 principaux sont la dette, hein, car évidemment les pays veulent avoir leur argent, ce qui est somme toute logique, vous me direz, hein, comme tout le monde. Hein. Quand vous faites un investissement, vous voulez récupérer votre argent, vous ne trouverez personne qui vous dira l'inverse, évidemment. Mais surtout, la France a un avantage, c'est que la France a ce qu'on appelle des banques systémiques, notamment la BNP Paribas, qui a des actifs supérieurs au PIB français. Et en fait, la France, sur les négociations, c'est comme s'il posait une arme sur la table et il disait, écoutez, soit vous acceptez le Frexit à nos conditions, évidemment on fait quelques concessions quand même, mais à nos conditions, règle générale, soit vous pouvez, si vous ne le faites pas, vous provoquerez la faillite d'une banque systémique telle que la BNP. Nous, État français, ça c'est dans les négociations évidemment, nous, l'État français, n'interviendrons pas. Et ils savent, hein, tout le monde sait que si la BNP Paribas fait une faillite sèche, un peu à la Lehman Brothers, eh bien, toutes les banques européennes et mondiales feront faillite quasiment le lendemain. Pour une raison très simple, c'est que les banques, en fait, se prêtent de l'argent entre elles. Et la BNP prête de l'argent, mais les autres banques prêtent beaucoup d'argent à la BNP. Donc, si la BNP ne peut plus payer, eh bien, les autres banques se retrouveront en défaut de liquidité. Et pour éviter la faillite, les États devront engager des milliards et des milliards et des milliards, des centaines de milliards d'euros pour sauver le système bancaire. Donc, comme les États ne veulent pas que ceci advienne, eh bien, ils céderont. Ils céderont à beaucoup de points. Évidemment, il y a d'autres où vous pourrez faire des accords, hein, évidemment, hein, car la France n'est pas une île, hein, n'est pas la Grande-Bretagne, hein, ça il faut le prendre en ligne de compte. La France est un continent. Donc, il faut bien qu'elle ait des accords avec ses voisins notamment. Et les accords commerciaux comptent, car il faut rappeler, le plus grand partenaire de la France reste l'Union européenne, les pays de l'Union européenne. Donc, il faut faire des accords, quelques concessions, mais la France est en position de force pour pouvoir négocier. Position de force, évidemment, que la Grèce, en cas de Grexit, n'aurait pas. Hein, c'est assez simple à comprendre. Il faut mettre en place, évidemment, des négociations bilatérales avec les grandes puissances, Chine, Russie, États-Unis, Inde, Brésil, hein, enfin les pays, l'Afrique aussi, mettre en place des accords bilatéraux, hein, parce que vous imaginez bien que le Frexit n'implique pas la fin du commerce, évidemment. Et ça ne serait pas bon pour l'économie. Donc, il faut faire des accords, et donc dans le cadre de ce que j'ai expliqué de la négociation avec l'Union européenne, il faut faire aussi des accords commerciaux avec l'Union européenne, leur donner quand même certains avantages, notamment douaniers, aux pays de l'Union européenne sous certaines conditions, notamment que le produit soit produit en Europe. C'est-à-dire, si vous mettez par exemple une taxe, on va dire, ce que moi je suis pour, hein, faire du protectionnisme, encore une fois, ce n'est pas du communisme, hein, les États-Unis le font. Faire du protectionnisme, par exemple, mettre une taxe de 50% sur les produits chinois. Eh bien, investisseurs, attendez-vous à ce que la Chine ensuite réciproquement fasse la même chose. Hein, c'est logique. Mais bon, si vous faites ça, eh bien, si vous faites un accord douanier avec les pays de l'Union européenne et donc pour les produits issus de l'Union européenne, vous mettez une taxe douanière de 10%, hein, parce qu'il faut bien, c'est quand même les principaux partenaires.
et surtout c'est le continent européen, logistique plus courte, donc moins polluante. Hein. C'est ça, défendre l'environnement. C'est pas les conneries de l'environnement punitif. Eh bien, en fait, si vous faites ça, eh bien, mais vous dites, ok, pour importer des produits venus d'Allemagne ou de Belgique ou des Pays-Bas, mais ce produit ne peut pas être chinois. S'il est chinois, il est soumis aux mêmes conditions que le produit qui vient directement de Chine. Voilà, ça c'est des choses qu'il faut faire, hein, des négociations bilatérales, évidemment, taxes douanières avantageuses. Évidemment, comme c'est une négociation, vous ne pourrez pas faire complètement ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas vous imposer complètement par rapport à la Chine, vous pouvez, mais il faut faire des choses en parallèle, hein, comme j'expliquerai dans la suite de la vidéo, notamment développer l'industrie pour réduire la dépendance de la Chine, parce que vous savez que si vous mettez une taxe douanière, la Chine va le faire aussi pour vous. Donc mais la Chine n'est pas vraiment un débouché commercial pour la France, on ne va pas se mentir. Hein. La France importe surtout de la Chine. La Chine n'importe que très peu de choses françaises. Ils importent du luxe, mais le luxe, que vous ayez une taxe de 50% ou pas, les riches achèteront quand même. C'est comme ça. Parce qu'un riche, lui, s'en fiche. Hein, c'est d'ailleurs la puissance du branding d'une marque. C'est qu'elle peut augmenter les prix sans que cela n'affecte sa capacité à vendre ce même produit. Et oui. Bon, les principaux partenaires commerciaux de la France sont les États-Unis, qui eux, pour le coup, importent beaucoup, et l'Union européenne. Donc, il faut négocier, négociation bilatérale, voilà. Mais avant toute chose, hein, c'est bien de vouloir faire le Frexit et tout, très bien. Mais les partis qui veulent le faire. Le problème, par exemple des patriotes et de l'UPR pour ne pas les nommer, c'est qu'ils ne forment personne. Or, si vous voulez faire un Frexit, vous devez former du personnel qualifié pour les placer dans les hauts postes, hein, dans la haute administration publique, dans les préfectures, dans les ministères. Il faut que vous ayez des gens compétents pour la mettre en place. Car si vous voulez faire le Frexit et que vous êtes là, président, vous voulez le faire, mais en fait, comme la haute administration publique est gangrénée par l'extrême gauche, et oui, peu de gens le savent, mais c'est un fait, eh bien, ils vont vous mettre des bâtons dans les roues. Pour moi, ce que devraient faire les partis souverainistes, mais encore une fois, hein, ça demanderait à ce que les dons que vous faites aux patriotes et à l'UPR soient utilisés à ces fins-là et pas à des fins de vie de pacha pour Filippo et Asselineau à Paris, aller dans les meilleurs restaurants et dans les meilleurs hôtels. Et oui, c'est à ça que sert votre argent, avoir une voiture avec chauffeur. Hein. Et oui, voilà, maintenant vous savez à quoi servent vos dons. Eh bien en fait, ce que devraient faire les partis souverainistes, ou ceux qui veulent faire le Frexit, c'est faire de la formation au sein du parti, de personnel qualifié, mais aussi créer, et oui on peut le faire, hein, ça coûte de l'argent, créer des universités pour former des gens qualifiés en faisant des accords avec l'État français. Hein, c'est parce que, évidemment, si vous faites comme les souverainistes, la France, le système nous en veut, évidemment, le système ne vous aidera pas. Mais vous faites un accord et vous permettez, d'ailleurs, rappelez-vous que, par exemple, Marion Maréchal a dirigé une école privée hein, qui est censée former du personnel qualifié pour sa vision politique à elle. Eh bien, si vous voulez faire du souverainisme pur et dur, eh bien, vous devez former des gens. Et donc, vous devez ouvrir des universités ou une, hein, mais selon moi, plusieurs. Une spécialisée pour la magistrature, une pour ceci, une pour cela, bon, une pour la haute administration publique, pour les ministères. Et ainsi, ces gens formés qui penseront qu'ils seront formatés, qui seront des gens pro-Frexit, eh bien, le jour où vous voudrez mettre en place le Frexit, vous aurez les gens qualifiés pour le mettre en place. Si vous êtes tout seul à dire, moi, je veux le Frexit, mais l'administration peut vous mettre des bâtons dans les roues, car il faut savoir, même si on dit oui, Macron, Jupiter et tout. Mais Macron, pour qu'il fasse ce qu'il veut, il faut qu'il ait dans l'État des gens qui l'appliquent. Parce que si vous donnez un ordre, mais si l'administration publique ne veut pas l'appliquer, ils ne l'appliqueront pas. Et que pouvez-vous faire? Strictement rien. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose que les souverainistes ne veulent pas faire. Hein. Comme je le dis, hein, c'est mieux d'aller dans les beaux restaurants, voiture avec chauffeur, voyager en première classe, évidemment, hein, sur votre dos,
Hein, bon, entre autres choses que je ne dirai pas ici. Bon, bref. Ensuite, il faut également, évidemment, définir une stratégie claire. Une stratégie économique, c'est-à-dire, pour moi, investir dans l'industrie, mais pas que dans l'industrie. Ça ne sert à rien d'investir que dans l'industrie. Il faut investir dans l'industrie et dans l'université. Car évidemment, si vous voulez faire de l'industrie, vous devez avoir du personnel qualifié. Imaginez un exemple. Vous voulez construire une centrale nucléaire. Si vous n'avez pas d'ingénieur, bah, ça va pas bien se passer, quoi. Donc, pour l'industrie, parce que la France, elle investit dans l'industrie, c'est pas pour faire des choses bas de gamme. Ça sert à rien, parce que vous êtes en concurrence avec l'Europe de l'Est, la Chine, l'Inde et le Bangladesh et les autres pays, et vous serez mort. Ça sert à rien. En fait, il faut miser sur la haute technologie et la recherche et développement. Et pour ça, il faut des gens qualifiés. Faire, en fait, en somme, ce que fait par exemple le Japon ou la Chine. Ainsi, vous produisez un produit innovant. Et si vous êtes le premier à produire ce produit, vous pouvez le vendre plus cher, car vous n'avez pas de concurrence. Et les bénéfices seront utilisés pour augmenter le salaire de vos travailleurs. Donc, vous augmentez le niveau de vie dans votre pays, donc le pouvoir d'achat de votre pays. Donc, les gens vont acheter français car ils auront plus d'argent. Et vous pouvez aussi investir une partie de ces bénéfices pour continuer la recherche et le développement et être constamment dans l'innovation et être toujours à l'avant-garde. Hein? Ce que fait très bien le Japon. Rappelons toujours que le Japon est un pays qui n'a quasiment pas de ressources, quasiment pas de matières premières. Et oui. Donc, il faut déjà avoir une stratégie économique claire. Claire et à long terme. Et oui. Pourquoi est-ce que cela investir dans l'industrie, dans l'université, des choses de bon sens? Si moi je le sais, vous doutez que les dirigeants politiques le savent. Le problème, c'est que ça met 10 ou 15 ans. Eh oui. Eh oui, bah oui. Ça se fait pas comme ça. Hein. Problème, si vous le faites, imaginez vous le faites maintenant. Et quand ça commencera à porter des fruits, c'est l'opposition qui est au pouvoir. Et en fait, votre crainte, c'est que l'opposition recueille les louanges de votre travail à vous. Et oui. Et comme a dit un politicien une fois de haut niveau en France, notre but ici n'est pas de servir le peuple, c'est d'être réélu. Voilà. Raison pour laquelle il ne pense qu'à court terme. Ensuite, il faut définir une stratégie politique. C'est-à-dire, il faut suivre un cap. Et pour moi, pour suivre un cap, il faut définir une stratégie donc pour le pays en faisant des accords politiques avec les partis d'opposition. Et oui, car même s'ils sont opposés à vous, donc opposés au Frexit, ben une fois que le Frexit est fait, ils vont l'accepter, comme d'ailleurs au Royaume-Uni. Mais, donc, il faut faire d'accord avec l'opposition. Pourquoi? Pour vous assurer que votre programme que vous avez mis en place sera continué, même en cas de défaite électorale. Vous me dites, ouais, mais ça c'est dès l'opposition. Nous, on veut rester au pouvoir. Oui, mais rappelez-vous, parce que si votre projet continue, ben l'opposition prendra le pouvoir, mais vous savez comment c'est la démocratie, c'est un coup l'un, un coup l'autre. C'est pas une dictature, c'est pas la Russie ou la Chine. Hein. Vous n'avez pas le même parti qui est au pouvoir depuis 20, 30, 40, 50 ans. Ou la Corée du Nord. Donc, ça alterne. Et donc, si vous garantissez que l'autre parti va continuer votre travail, eh bien, quand vous reviendrez au pouvoir, là, vous aurez le fruit de votre travail, vous pourrez l'approfondir. Donc, c'est ça qu'il faut être très important. Il faut avoir une stratégie politique. Il faut évidemment avoir une stratégie politique pour être élu. Eh oui. Et comment est-ce que les souverainistes pourraient avoir une bonne stratégie politique pour être élus? Pour moi, c'est très simple. Au lieu qu'ils investissent dans l'élection présidentielle ou non, pour le moment, aucune chance, qu'ils n'arrivent même pas à avoir le parrainage. Pourquoi n'ont-ils pas de parrainage? Qui donne les parrainages en France? Eh bien, ce sont les maires. Eh bien, pour moi, les souverainistes devraient miser sur les élections municipales pour avoir des maires, notamment dans les petits bourgs, qui sont des villes assez faciles à gagner. Et ainsi, ça leur facilite même l'accès au parrainage et aussi aux médias, évidemment. Médias locaux, au début. Mais ensuite, vous grandissez petit à petit. Pourquoi les LR et le PS ne sont pas morts? Car ils ont en fait, ils ont cette stratégie-là. Donc, ils tiennent. Ils ont ce qu'on appelle les baronnies. En fait, ils les tiennent. Et ça leur garantit d'avoir les parrainages, d'avoir des électeurs. Car évidemment, imaginez, les souverainistes font des résultats électoraux, comme vous savez, désastreux. Mais s'ils avaient un maire, et que le maire travaillerait bien, évidemment, ça sous-entend de mettre des gens compétents. Hein, parce que vous mettez Asselineau à la tête d'une mairie, ça ne va pas bien se passer. Hein, car il va plutôt utiliser l'argent de la mairie pour avoir la belle vie. Hein, ça c'est dit comme ça, bon. Bref, c'est pas le seul. Hein.
Suivez mon regard. Bon, donc, si vous mettez quelqu'un de compétent et que cette personne travaille bien, eh bien, comment vont faire les habitants de cette ville? Eh bien, ils vont voter pour vous. Eh oui. Des gens qui, normalement, imaginez, vous prenez une ville de 500 habitants. On va dire, vous avez 5 personnes qui votent souverainistes. Si vous arrivez à placer un maire évidemment local, hein, vous n'allez pas parachuter quelqu'un de Paris, ça ne sert à rien. Vous prenez quelqu'un de la ville, quelqu'un qui a une bonne réputation, qui est compétent, ou quelqu'un de la région, et qui arrivera à gagner cette ville, et qui, s'il fait du bon travail, ben, aux élections, vous aurez plus 5 gens qui vont voter pour eux, vous en aurez peut-être 200, 300. Et donc ainsi, vous grandissez, électoralement parlant. Vous pouvez prendre d'abord des villes, ensuite des communautés de communes, puis des départements, même des régions, et ainsi de suite. Vous n'arriverez pas d'un coup à rien, maintenant président. Voilà. Donc bon, mais bon, tout ce que je dis là implique de travailler. Ce n'est pas le fort des souverainistes, même si vous disent l'inverse. Au passage, hein, rappelez-vous toujours que celui qui est vu comme l'intellectuel de la bande, Pierre-Yves Rougeron pour ne pas le nommer, s'est fait démolir, il n'y a pas d'autre mot, hein, s'est fait démolir par quelqu'un qui s'appelle Bégodeau. C'est dire. Mais bon, passons. Ensuite, il faut avoir une stratégie claire au niveau sociétal. C'est-à-dire, quelle société nous voulons. Ben, moi, je vous dis tout de suite, quelle société déjà? Moins d'immigration. En fait, il faut carrément la stopper en ce moment. Hein. Et renvoyer les gens chez eux. En tout cas, pas tous, évidemment. Parce qu'un immigré qui vient chez vous, qui travaille, qui pose pas de problème à la communauté, qui contribue à la société, il est le bienvenu. Il est le bienvenu. Voilà. Maintenant, quand vous avez des gens, en fait, qu'il faut faire? Déjà, stopper l'immigration. Pourquoi la stopper? Car nous n'avons pas besoin de main-d'œuvre. Tout simplement. Ensuite, il faut prendre des mesures. C'est-à-dire, tous les clandestins doivent être expulsés manu militari. Si vous avez commis un crime ou un délit, vous devez être expulsé. Si vous êtes au chômage depuis plus de 6 mois, vous êtes expulsé car vous n'apportez plus rien au pays. Et pour avoir le droit aux aides sociales, vous devez au moins avoir travaillé pendant 5 ans. 5 ans consécutifs. Donc déjà, ça permettra de pouvoir le faire sans avoir la CEDH sur le dos à faire chier le monde. En gros, c'est ça. Et donc, vous pourrez mettre en place une société plus homogène avec et à arrêter en fait ce qui est en marche en ce moment malheureusement, l'islamisation du pays. Et comme vous voyez le comportement de ces gens-là qui ne s'assimilent pas. Donc pour moi, c'est ça qu'il faut mettre en place. Ce sont des mesures de bon sens. Bon, vous allez me dire, ouais, c'est raciste. Ben non. Le Japon le fait. Le Danemark le fait. Et oui. Et ils sont dans l'Union européenne. Ce n'est pas impossible. Hein. Contrairement à ce que nos chers amis souverainistes veulent nous vendre à chaque fois. On peut ensuite arrêter toutes les normes de l'environnement. Hein, parce que bon, c'est souvent des conneries, à écologie punitive. Dissoudre. Pour moi, il faut dissoudre tous les groupes appelés écologie de combat, en fait des criminels. Hein, les soulèvements de la terre, par exemple. Et les criminaliser, tout simplement. Si vous voulez faire comme les grandes bassines, si les gens ils viennent là vous empêcher de construire, ou dans les ZAD, ou je sais pas, ZAD, ouais, comme il y a eu à Nantes, et bien c'est simple, coup de filet, et tous ces gens en prison, avec des peines lourdes, et bien ça va les dissuader de le faire. Car évidemment, ces gens-là ne sont pas les gens qui s'inquiètent vraiment de l'environnement. En fait, ce sont très souvent des fils de riches, qui n'ont rien à foutre de leur journée et qui, pour avoir un peu d'adrénaline, viennent empêcher le pays d'avancer. Donc pour moi, c'est assez simple. Arrêtez toutes ces conneries de normes environnementales. Pas tous, évidemment. Hein. Les pesticides qui sont cancérigènes, les interdire, tout simplement. Les produits cancérigènes, les interdire. Et pour les produits d'importation, notamment alimentaires, contrôler ces produits et assurer qu'il n'y ait pas ces produits cancérigènes dans leur production. Si c'est le cas, eh bien interdire leurs importations tout simplement. Par exemple, si vous avez un pesticide qui est interdit en Europe et que dans le pays d'importation, par exemple au Brésil c'est utilisé, eh bien vous interdisez toutes les importations du Brésil. Tout simplement. Vous faites un accord avec un agriculteur qui lui n'utilise pas ces produits-là. Voilà, tout simplement.
Ça, c'est normes environnementales de bon sens. Pas les conneries punitives et pas laisser faire les soulèvements de la terre et autres criminels. Ou alors les ZAD qui sont là, bon, ben c'est ça, les ZAD, vous arrivez, vous appelez la gendarmerie, voire l'armée, vous faites un coup de filet et c'est plié. Et donc là, vous résolvez tous les problèmes, tout simplement. Et évidemment, exploiter le gaz et le pétrole de schiste. Et oui, car la France qui importe du gaz et du pétrole de schiste américain, nous avons du pétrole de schiste chez nous et du gaz. Nous ne l'exploitons pas. Et oui, l'environnement. Mais nous importons des États-Unis. Donc c'est double sanction, c'est-à-dire l'environnement certes, et en plus ensuite la logistique pour le transport transatlantique. Donc c'est une pollution double. Eh bien, que faut-il faire? Il faut exploiter le gaz de schiste, mais aussi, évidemment grâce au point précédent que j'ai expliqué, de la recherche et développement, essayer de trouver une forme d'exploiter le gaz et le pétrole de schiste qui soit la moins polluante possible. Et oui, mais si on a des ressources naturelles, il vaut mieux les exploiter qu'importer de l'étranger. Donc importer de l'étranger où l'attention à l'environnement n'existe quasiment pas. Et ensuite le transport logistique qui pollue également énormément. Donc voilà. Il faut aussi exploiter les fonds marins. Et oui, peu de gens le savent, mais la France a la ZEE, c'est-à-dire la zone économique exclusive. Vous me direz qu'est-ce que la zone économique exclusive? C'est lorsque vous avez un territoire et que vous avez donc le territoire et vous avez la mer. Et sur, je crois, c'est 100 km ou 120, c'est quelque chose dans ce genre-là. Eh bien, la mer, entre vos côtes jusqu'à 120 km, eh bien, la mer vous appartient. En fait, elle est à vous. C'est-à-dire, normalement, seul vous pouvez pêcher dans cette mer et seul vous pouvez l'exploiter. Eh bien, dans la zone économique exclusive, ben, la France est le pays du monde qui a la plus grande zone économique exclusive, notamment grâce au département d'outre-mer, également aux petites îles qu'ils détiennent par-ci, par-là. Et donc, ils ont une zone économique exclusive énorme. C'est la plus grande au monde, il faut le rappeler. Je crois plus de 11 millions de kilomètres carrés. Eh bien, ces fonds marins, il y a des ressources dans ces fonds marins. Ben, la France ne les exploite pas du tout. Pourquoi? Bonne question. Moi, je ne saurais pas vous répondre, mais c'est un état de fait. La France ne les exploite pas un seul instant. Et ça, c'est encore une fois un scandale. La France devrait les exploiter. Et oui, mais bon, toujours hein, l'environnement et évidemment les accords électoraux faits avec les écologistes qui sont un désastre. Rappelez-vous le cas Phoenix. Bref. Ensuite, il faut évidemment, avec tout ça, mettre en place un pôle d'intelligence économique. Car l'Europe, en règle générale, et la France en particulier, sont très naïfs sur le point de vue de la guerre économique. Là où les États-Unis, par exemple, sont très forts. Mais pas que les États-Unis, la Russie et la Chine également. Donc, tu mets en place un pôle d'intelligence économique avec de l'espionnage. Hein, parce que si les autres le font, pourquoi la France ne le ferait pas hein? Et évidemment, pouvoir mettre en place des sanctions contre également les entreprises américaines en mettant en place quelque chose que seuls les Américains ont, qui s'appelle la politique extraterritoriale, qui permet en fait aux États-Unis de sanctionner tout pays qui a une pratique, selon eux, illégale, pour pouvoir faire main basse sur ces entreprises ou sur leur marché. Hashtag Alstom. Alstom, c'est ce qui a été fait. Eh bien, la France doit mettre en place un pôle d'intelligence économique avec de l'espionnage, mettre en place donc une juridiction extraterritoriale et faire comme les États-Unis et faire une guerre économique. Évidemment, en évaluant les positions de force. Évidemment, vous ne pouvez pas vous combattre frontalement les États-Unis. Vous perdrez. C'est une puissance de rapport de force. Et à l'avantage des Américains, vous ne pouvez pas. Mais vous pouvez contourner via, justement, c'est pour ça qu'on appelle ça intelligence économique. C'est-à-dire que vous pouvez faire des choses de façon intelligente à votre profit, évidemment. Évidemment, arrêter ces conneries d'interdire des fusions. Il faut avoir des entreprises de grande dimension et des champions mondiaux qui, malheureusement, disparaissent. Beaucoup sont liquidés, notamment par Macron. Mais
pourquoi le fait-il? En fait, parce que ces entreprises servent de collatéral pour la dette. Et oui. Et donc, comme la France essaie toujours de gratter 6 francs 6 sous, eh bien, ils sont prêts à brader le patrimoine pour se faire un peu d'argent. Enfin bref, un scandale absolu. Ensuite, vous pouvez également interdire les délocalisations des entreprises françaises. C'est-à-dire toute entreprise qui est basée en France, vous interdisez sa délocalisation. Pour le faire, elle doit demander un accord à l'État qui lui-même doit autoriser la délocalisation de cette entreprise. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas délocaliser, c'est-à-dire l'État, donc un État stratège. Charles Gave ne va pas aimer de l'entendre, mais c'est un fait, il faut un État stratège, qui va définir quelle partie peut être délocalisée, laquelle ne peut pas et doit rester en France pour une question de souveraineté et d'indépendance notamment industrielle. La pandémie de Covid a très bien démontré. Pas de masques, pénurie de médicaments. Imaginez, parce que le problème c'est que la France a tout délocalisé, et imaginons que la France un jour est en conflit avec ces pays-là. Eh bien, ils ne nous exporteront pas ces produits-là. Comment on va faire? On ne peut pas les produire. Mais donc, on se retrouve avec une main devant et une autre derrière. Situation, vous en conviendrez, bien dramatique. Donc voilà, donc ça, il faudrait le faire. C'est encore un bon sens. Pourquoi personne ne le fait? Posez-vous les bonnes questions. Il faut évidemment, vu qu'on met en place un Frexit, miser sur le marché interne. Donc, comme je l'ai expliqué, l'industrie, l'innovation permet d'augmenter les salaires moyens et donc vous augmentez le pouvoir d'achat de votre marché interne. Et il faut avoir un marché interne fort pour avoir des débouchés pour vos produits et ainsi l'économie circulaire être à votre avantage et mettre en place un cercle vertueux où les produits que vous produisez sont vendus à vos consommateurs mais qui sont également les producteurs. Et donc c'est une stratégie, il faut savoir que c'est ce qu'avait fait à l'époque Ford pour vendre leurs voitures. Ils avaient augmenté les salaires de leurs travailleurs, ainsi leurs travailleurs étaient en capacité d'acheter le bien qu'ils venaient de produire. Et ainsi l'argent circule et c'est tout bénéf pour l'économie. Voilà. Il faut évidemment mettre des taxes douanières fortes. Mais bon, ça encore une fois, on va me dire oui, c'est communiste. Ben non, les États-Unis le font. Avec des taxes parfois arrivant à 100%. Notamment sur l'acier. La Chine le fait. Et oui, c'est peu connu, mais la Chine le fait également. Et oui, mais bon, la France, toujours cette naïveté légendaire. Bon, bref. En fait, l'Europe, c'est des portes ouvertes pour l'immigration, pour les imports, les exportations, en fait, pour tout simplement. Ensuite, mettre en place une règle qui est toute simple, c'est si une entreprise française, donc qui a son siège social en France et qui est française, est rachetée par une entreprise étrangère, même si elle est achetée à 100%, eh bien, il faut imposer 2 règles à cette entreprise qui vient de racheter l'entreprise française. Tout d'abord, imposer que le siège social de l'entreprise française reste en France et que dans le conseil d'administration, il y ait un représentant de l'État. Là, vous allez me dire, oh, mais c'est une mesure pareille, c'est le Venezuela, c'est le communisme, c'est le mal. Eh ben non, encore une fois, je suis désolé de vous l'apprendre. Il y a un pays qui fait ça bien allègrement et ce pays ne s'appelle pas Venezuela, ne s'appelle pas Cuba, ne s'appelle pas Corée du Nord, même pas la Chine. Ce pays, c'est les États-Unis. Et oui, si vous achetez une entreprise américaine, même à 100%, on va vous imposer de garder le siège social dans le pays, voire même dans l'État où le siège social est. Et vous aurez également l'obligation d'avoir dans votre conseil d'administration un représentant de l'État qui a en plus un droit de veto sur ce que vous faites. Et oui, et oui, et oui. Des choses de bon sens, pourquoi la France ne le fait pas? Enfin bref. Ensuite, sortir de l'Union européenne de la CEDH va permettre de changer le code pénal. Et oui, vous n'aurez plus la CEDH pour vous casser la tête sur ce sujet-là. Car il faut savoir aujourd'hui, tout pays au sein de l'Union européenne qui veut augmenter sa peine maximale, la France, c'est la perpétuité. Si la France veut passer la perpétuité à la peine de mort, ou par exemple le Portugal qui a une peine maximale de 25 ans, si vous voudrez passer de 25 ans à 30,
eh bien, ils ne peuvent pas, car la CEDH l'empêche, juridiquement. Et sortir la CEDH permet de faire une refonte du code pénal. J'ai déjà donné dans d'autres vidéos mes mesures, mais je vais les redonner ici. Moi, je suis pour différentes choses. Lors de refus d'obtempérer, peine minimale de 10 ans. S'il y a quelqu'un qui meurt, perpétuité. Et s'il est assassiné volontairement, ah oui, au passage, Mbappé n'a pas eu un seul mot pour le policier qui s'est fait tuer à Grenoble, hein, mais pour notre ange parti trop tôt, hashtag Naël le criminel, eh bien, pour ces cas-là, peine de mort, tout simplement, rétablissement de la peine de mort évidemment. Ensuite, peine prononcée est une peine appliquée, c'est-à-dire vous êtes condamné à 10 ans de prison, vous faites 10 ans, ni un an de plus, ni un an de moins, tout simplement. En cas de récidive, perpétuité automatique, sans autre forme de procès. En cas de meurtre, perpétuité systématique. En cas et pas de circonstances atténuantes des conneries du genre meurtre passionnel. Et en cas d'assassinat, peine de mort systématique. Tout simplement. Tout ça sera possible une fois le Frexit fait. Tout simplement. Ensuite, vous pouvez, donc, pour expulser les clandestins, vous pouvez faire ce que fait d'ailleurs un pays comme le Japon ou l'Australie, faire des camps de rétention, vu que beaucoup de pays refusent les laissez-passer consulaires, mais là encore une fois, pour les pays qui refusent d'émettre les laissez-passer consulaires, vous avez 4 sanctions possibles, hein, que j'ai déjà expliqué dans des vidéos, donc ici je vais juste vous les nommer sans les expliquer forcément. Ne plus émettre de visa touristique étudiant aux ressortissants de ces pays. Interdire ne plus donner d'aide au développement à ces pays. Interdire les transferts, notamment via Western Union, des ressortissants qui sont chez nous vers les familles chez eux. Et interdire aux dirigeants africains de venir se faire soigner en France. Bon. Mais, comme certains pays ne donnent pas les laissez-passer consulaires, eh bien, nous faisons comme l'Australie, c'est-à-dire nous les mettons dans des camps de rétention jusqu'à ce qu'ils décident de rentrer chez eux volontairement. Et s'ils ne le font jamais, eh bien, ils peuvent rester dans le camp de rétention à perpétuité. Et oui, c'est ce que fait un pays comme l'Australie. L'Australie fait même mieux, elle fait des accords avec les petites îles du Pacifique autour, et en fait, ils les renvoient carrément dans ces îles-là, pour être sûr qu'ils ne s'échappent pas, qu'ils ne viennent pas contaminer, entre guillemets, le marché australien. Donc, vous pouvez faire ça également grâce au Frexit. Vous pouvez contrôler donc vos frontières, évidemment, car vous n'êtes plus dans l'espace Schengen, donc vous contrôlez qui rentre et qui sort. Et là, une dernière mesure, bon, celle-là, c'est une mesure que je défends depuis longtemps. Hein. Celle-là, elle n'aurait pas besoin de Frexit notamment, mais que je conseillerais à ceux qui le font de le faire. Créer un fonds souverain. Évidemment, pour ça, il vous faut des excédents budgétaires. Et vous investissez ces excédents budgétaires dans un fonds souverain. Pour ça, vous avez l'exemple de la Norvège qui le fait, qui investit ses excédents dans un fonds souverain. Au début, comme pour le créer, pour le faire augmenter, ils investissent dans quasiment en fait toutes les entreprises du monde. Et en fait, ces entreprises rapportent des dividendes. Eh bien, sachez qu'en Norvège, la retraite des habitants, l'éducation et la santé, quasiment payées intégralement par les bénéfices, par les dividendes de ce fonds souverain. Fonds souverain, rappelons-le, qui a l'équivalent, qui a en fait 5 fois le PIB du pays en gestion. Et oui. Et donc, créer un fonds souverain vous rapporte des revenus supplémentaires. Et ainsi, vous inversez la courbe des choses. Aujourd'hui, ce sont vos déficits budgétaires qui vous coûtent de plus en plus d'argent via les taux d'intérêt de la dette. Et bien là, vous aurez des excédents budgétaires qui en fait augmenteront. Et oui, car comme ce fonds souverain vous permettra de payer les retraites et la santé et l'éducation, eh bien, ce sont des impôts en moins. Et oui, et donc vous augmentez le pouvoir d'achat de vos habitants, vous allégez la charge fiscale des entreprises, en fait c'est tout bénéfice pour l'économie. Voilà donc mes solutions.
de comment faire le Frexit. Vu que les souverainistes ne vous l'expliquent pas, moi je viens de vous l'expliquer là dans cette vidéo. J'espère que ce contenu vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime sur cette vidéo. Ou si vous avez des questions ou des doutes, je vous invite à les laisser en commentaire. J'aurai tout plaisir de vous répondre. Si vous aimez mon travail, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Également à rejoindre. Vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre. Vous avez certains avantages. Et donc, je vous invite à voir tout cela. Et je vous remercie en tout cas de votre attention. Et je vous dis à très bientôt.